Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous sommes encore au rendez-vous de l'éducation pour parler de la contribution des partenaires à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Vous savez que c'est depuis 2010 que le gouvernement togolais dispose de ce document de politique de l'État pour que toute intervention s'inscrive dans la droite ligne du plan sectoriel de l'éducation. Et quand on prend le plan sectoriel de l'éducation coordonné par le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, vous allez voir plusieurs axes. Les axes accès, qualité, gouvernance, pilotage, inclusion, équité de genre. Et les ressources pour mettre en œuvre les objectifs du plan sectoriel de l'éducation ne peuvent pas être assurés par l'État seul. Et c'est pour ça que dans le document de politique, il y a un axe qui porte sur le partenariat, où les partenaires techniques et financiers, les ONG spécialisées dans le domaine de l'éducation se sont engagés à accompagner l'État dans la mise en œuvre des 6 axes du plan sectoriel de l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un des partenaires clés qui accompagne l'État dans le domaine de l'éducation depuis plus de 40 ans. Donc, vous comprenez que c'est avant même la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Voilà. Et donc, c'est de Action Éducation qu'il est question aujourd'hui. Et nous allons, avec les invités que j'aurai à vous présenter, parler des contributions de Action Éducation pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Débat thématique, c'est dans un instant. Contribution des partenaires pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Nous recevons aujourd'hui les responsables de Action Éducation, une organisation qui fait partie des partenaires qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Et je m'en vais vous présenter de ma gauche vers ma droite, M. Barthélémy. Il est le directeur pays Togo de Action Éducation. M. Barthélémy, bonsoir. Bonsoir Marcel. Voilà. À ma droite, c'est un de ses collaborateurs qui pilote un projet qui est en lien avec l'axe qualité, accès, gouvernance du plan sectoriel de l'éducation. Monsieur Paul, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Toi, tu es déjà un habitué du plateau de la TVT. Ok. Merci. Comme je le disais dans mon introduction, on veut savoir, depuis que le plan sectoriel de l'éducation est mis en œuvre par l'État, quelle contribution votre organisation apporte pour que vraiment les objectifs puissent être atteints et que le droit à l'éducation des enfants soit une réalité. Merci pour l'opportunité que tu nous offres de pouvoir parler de la contribution de Action Éducation à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Je dirais que Action Éducation, qui était désignée sous le nom de Aide et Action à l'époque, a commencé son intervention au Togo depuis 1986. Donc, dans quelques années, nous allons fêter les 40 ans de présence au Togo. C'est ça. Oui, fidèles téléspectateurs, ceux qui ont la chance de voyager sur l'étendue du territoire, en tout cas, nous, on était tout petits quand on voyait quand même certains bâtiments d'action à l'époque dans presque toutes les régions, Savane, Kara et dans d'autres régions que je ne saurais tous citer ici. Et votre organisation, probablement, doit fonctionner sur la base des piliers que nous pouvons appeler des valeurs. Eh bien, rappelez-nous très rapidement les valeurs qui fondent votre organisation. Aide et Action, Action Éducation a pour mission essentielle d'accompagner les États dans leur effort de gestion des problématiques éducatives afin de permettre à toutes et à tous de pouvoir accéder à une éducation de qualité, surtout les populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, afin que tous et toutes puissent maîtriser leur développement et contribuer à un monde vraiment pacifique. Et ce faisant, Aide et Action, Action Éducation fonde son action sur 5 valeurs. Et la première valeur, c'est la liberté, c'est le respect
Et c'est l'intégrité, l'équité et la qualité. Vous couvrez tout le territoire ou bien vous êtes allé progressivement dans votre implantation d'accompagnement de l'État à travers les directions régionales? Oui, Aide et Action, on peut dire aujourd'hui, a une couverture nationale, mais cette couverture s'est faite de manière progressive dans le temps. Et au début, Aide et Action a commencé son intervention dans la région de la Kara, donc en 1986, comme je le disais. Et progressivement, Aide et Action s'est implantée dans la région des Savanes en 1995. Et par rapport à l'analyse de la situation, l'intervention s'est avérée nécessaire dans la région des Plateaux à partir de 2005. Et c'est autour de 2009-2010 que nous sommes intervenus dans la région maritime pour parler maintenant d'une couverture nationale. Et vous allez constater que je n'ai pas cité la région centrale, mais dans le temps, nous avons eu de toute façon des interventions ponctuelles dans cette région. Donc c'est pourquoi je parle d'une couverture nationale qui a évolué dans le temps. Donc, comme je l'ai dit, le thème pour lequel nous sommes sur ce plateau, c'est les contributions des partenaires. Et vous êtes, au vu de ce que vous avez déjà dit, vous êtes un partenaire de poids, un partenaire stratégique de l'État qui fait le travail au jour le jour pour l'accompagner dans la mise en œuvre du plan sectoriel d'éducation. Et dans mon introduction, j'ai rappelé les objectifs du plan sectoriel d'éducation. Il y a les questions d'accès, de qualité, de gouvernance, de pilotage, d'inclusion et d'équité de genre. Alors, est-ce que vous travaillez dans votre accompagnement sur tous ces axes ou bien vous avez fait des choix stratégiques? L'intervention de Aide et Action couvre tous les axes du plan sectoriel de l'éducation. Voilà. À travers des projets? Des projets, des programmes spécifiques des programmes. Okay. Que nous élaborons dans le temps et que nous mettons en œuvre. Et on va dire même avant le plan sectoriel de l'éducation, donc à partir de 2010, avant cette période, Aide et Action était déjà dans les différents axes qui ont été maintenant stabilisés par le plan sectoriel de l'éducation. Et peut-être un peu dans l'évolution dans le temps, quand nous prenons la période de 1986 jusqu'aux environs de 1998, Aide et Action était essentiellement dans les infrastructures scolaires. Et si vous parcourez les différentes régions où nous avons commencé, la savane, surtout Kara, savane et un peu plateau, vous allez constater que plusieurs infrastructures ont été réalisées par Aide et Action, Action Éducation. Donc, sur cette période, on avait même l'appellation de l'ONG qui bâtissait les infrastructures. Et donc, à partir de 1998, suite à une réunion sur le développement organisationnel de l'ONG, nous avons maintenant commencé à intégrer l'aspect développement. Et qu'est-ce que j'entends par l'aspect développement? C'est qu'au-delà des infrastructures, il fallait maintenant intégrer les aspects liés à la qualité de l'éducation, prendre aussi en compte les aspects liés à l'organisation communautaire autour des problématiques éducatives. Ça, c'est la gouvernance. Ça, c'est l'axe gouvernance. Et donc, il était question de faire des analyses de contexte pour voir par rapport à chaque localité quels sont les facteurs qui sont en défaveur du processus de scolarisation des enfants. Et c'est ce qui nous a amené à pouvoir travailler énormément sur l'organisation des associations de parents d'élèves, sur l'organisation des femmes surtout autour des activités génératrices de revenus et également sur tout ce qui est de l'intégration de l'école à son milieu. Donc tout ceci relève aussi de la qualité de l'éducation qu'on devrait donner aux enfants. Il faut dire qu'à partir de 2010, tout ce que nous développons comme projet est en alignement avec le plan sectoriel de l'éducation. Nous n'avons pas de projet qui cible spécifiquement
un aspect, notamment l'accès, la qualité et la gouvernance, mais la C'est plupart, intégré. voilà, c'est des interventions intégrées. Chaque projet prend en compte de manière intégrée les différents axes du plan sectoriel de l'éducation. Merci. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez à travers l'explication de M. Barthélemy que ce que l'État attend de tous les partenaires qui se sont engagés à l'accompagner, c'est effectivement d'aligner leurs interventions sur le document de politique dans tous ces axes. Chaque année, il y a une revue sectorielle qui est organisée. Et au cours de la revue, chaque partenaire vient, disons, faire le bilan, présenter les contributions sur tous les axes pour qu'on puisse voir à quel degré de bon qualitatif le Togo est en train de faire avec l'accompagnement de ses partenaires. Et comme il a dit, il y a beaucoup de programmes qui sont développés. Un des programmes, c'est le programme Acte Afrique. Et le responsable est à ma droite, M. Paul. Acte Afrique, en réalité, c'est quoi exactement? Merci beaucoup, M. Marcel. Dans la suite de ce que le directeur pays vient de dire, je voudrais préciser que Acte Afrique, c'est un projet. D'abord, Acte Afrique, ça signifie Action pour la citoyenneté, par et pour tous les enfants, par l'éducation en Afrique. Donc, c'est un projet qui se met en œuvre au profit des enfants, mais avec leur pleine participation, implication, pour qu'ils puissent accéder à leurs droits, surtout aux droits citoyens. Donc, c'est un projet qui était sur 4 pays, mais aujourd'hui qui est sur 3 pays, parce que le projet s'est retiré d'un autre pays qui est le Burkina en fin mars 2024. Donc, ce projet vise essentiellement à contribuer à un meilleur accès donc, aux droits des enfants et des jeunes en renforçant leur pouvoir d'agir afin de faire des acteurs de changement en matière de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable. Donc, au Togo, ce projet intervient dans la région maritime, plus précisément dans la préfecture d'Aguanivé, dans 2 communes, la commune d'Aguanivé 4 et la commune d'Aguanivé 6. Donc, ces communes ont été identifiées, comme l'a dit tout à l'heure le directeur pays, sur la base d'un diagnostic qui a permis d'identifier parmi toutes les 2 communes qui véritablement répondaient donc, à ce souci donc, de renforcer les enfants et les jeunes sur les questions de citoyenneté, du vivre ensemble et du développement durable. Nous intervenons dans 13 écoles primaires publiques sur les 2 communes et aussi nous travaillons aussi avec les extrascolaires qui sont les associations de jeunes. Mais puisqu'il s'agit du volet PSE, je voudrais dire que dans le cadre donc, de contribuer donc, à l'amélioration de la qualité de l'éducation, tous les enseignants de ces 13 écoles, au nombre de 170, ont été formés sur les thématiques de citoyenneté pour qu'ils puissent aborder donc, justement cette thématique dans les apprentissages. En plus, ils ont été formés sur le vivre ensemble et le développement durable, donc, qui sont aussi vraiment des thématiques de l'heure. Les enseignants non seulement été formés sur cette thématique, mais aussi surtout sur les nouvelles technologies donc de l'information pour qu'ils puissent justement aujourd'hui aborder ces questions. En lien avec les élèves ont été accompagnés pour que eux-mêmes et les enseignants puissent faire des diagnostics de leur école, parce que chaque école devrait avoir une vision de là où l'école veut aller. Donc, sur la base d'un diagnostic participatif, les élèves et les enseignants ont pu identifier chaque école, les 13 écoles, chacune a pu identifier une vision. Et sur la base de cette vision, ont identifié des chemins de changement, c'est-à-dire comment ils vont procéder et aussi faire des planifications qui vont les aider à véritablement arriver à ces changements. Donc, tout ceci nous a amené donc à pouvoir organiser les élèves. Et l'organisation au niveau des élèves,
s'appellent les gouvernements scolaires. Donc, chacune des écoles a un gouvernement scolaire. 13 gouvernements scolaires ont été mis en place dans les 13 écoles. Et les postes, c'est un poste complet ou bien c'est en fonction des défis à relever dans les écoles? Ce n'est pas le même nombre de ministres d'une école à une autre. Donc, sur la base d'un diagnostic, chaque école identifie les problèmes par rapport à sa structuration. C'est ça. Et c'est de ces problèmes que sont constitués les ministères. Un exemple d'une école avec sa composition gouvernementale. Si nous prenons une école, par exemple, vous allez trouver dans une école, il y a d'abord le premier ou la première ministre. C'est ça. Actuellement, nous avons plus de premiers ministres jeunes filles que de garçons. Ce n'est pas par désignation, ni par nomination, parce qu'il faut arriver à faire participer tous les élèves. C'est par élection alors? Voilà, par élection, de façon inclusive, pour que les enfants puissent se retrouver dans les ministères mis en place. Okay. Donc, c'est par élection, si bien que vous allez trouver d'abord un premier ministre ou une première ministre, et ensuite, vous allez trouver les différents ministères donc, qui sont en lien. On a le premier ministre. Ensuite, quel ministre, par exemple? Vous allez, comme je le disais tout à l'heure, vous allez voir un ministère chargé de la propriété. Parce que c'est des termes, comme nous sommes à l'école primaire, c'est les enfants même qui trouvent les concepts dans lesquels ils se retrouvent. Donc, vous allez voir un ministère chargé de la propriété, un ministère chargé de la discipline, un ministère de la santé, un ministère de la surveillance des retards, des ministères chargés de l'environnement. Les gouvernements, est-ce qu'ils font des conseils des ministres, par exemple, ou comment? Le gouvernement scolaire fonctionne exactement comme un gouvernement. Ils tiennent des conseils de ministres, ils tiennent même des conseils de cabinet, puisque chaque ministre a son plan d'action. Avant d'avoir un plan d'action de toute l'école, chaque ministère a son plan d'action. Donc si, par exemple, nous prenons l'exemple du ministère de l'Environnement, il a son plan d'action, des arbres à planter, l'entretien des arbres, tout ça. Donc, et il se réunit avec son cabinet pour voir ce qu'ils ont planifié, ce qui est fait, ce qui reste à faire, avant qu'ils ne tiennent leur conseil de ministre. Donc, ça dépend aussi des écoles. Donc, il y a des écoles qui tiennent leur conseil chaque semaine. Il y en a qui tiennent cela par 2 semaines. Donc, ça dépend de l'organisation de chaque école. Ok. Monsieur Barthélemy, le directeur pays, nous savons que la COVID-19 a frappé presque tous les systèmes éducatifs en Afrique et dans le monde. Et ça a mené même à la fermeture des écoles. Et il était question que chaque acteur, chaque citoyen d'abord, en allant vers les organisations, les partenaires techniques et financiers, apporte vraiment sa pierre pour que nous puissions sortir de ce problème très sérieux qui a durement affecté le système éducatif. Ce qui montrait même que notre système éducatif, à l'instar d'autres systèmes éducatifs, n'était pas suffisamment résilient. En 2020, quand ce problème s'est posé, quel acte avez-vous posé pour contribuer à résoudre les défis liés à la COVID-19? Merci Marcel. L'avènement de la COVID-19 a été un événement vraiment majeur pour tous les systèmes éducatifs au niveau international. Et le constat que vous faites est clair. On a pu constater qu'il y avait effectivement un problème de résilience par rapport au système éducatif. Donc, comme tous les autres acteurs, au niveau de Aide et Action Éducation, nous avons dû procéder à une adaptation de nos interventions par rapport au contexte de l'heure. Qu'est-ce que j'appelle adaptation? Parce que nous sommes essentiellement une ONG de développement, mais nous nous sommes retrouvés dans des situations d'urgence. Il fallait alors s'adapter rapidement à la situation. Et donc, nous avions des projets qui devraient démarrer ou qui étaient en cours et qui avaient eu des objectifs liés à la protection des enfants et à la gestion de l'environnement. Et donc, nous avons dû réorganiser les ressources de ces différents projets pour pouvoir accompagner la dynamique qui était créée au niveau de l'État et pour subvenir aux besoins de l'heure par rapport à l'équipement des écoles en matériel de protection individuelle et de prévention par rapport à la COVID-19.
Donc, à titre d'exemple, nous avions un projet qui devrait démarrer en partenariat avec l'UNICEF. Et très rapidement, on a mis en place une discussion avec l'UNICEF pour pouvoir convertir une partie des ressources pour pouvoir accompagner toutes les écoles de nos zones d'intervention pour pouvoir les équiper en matériel de lavage de mains, en matériel en cache-nez, et ainsi de suite. Mais également pour essayer de faire participer les élèves, surtout ceux qui étaient en classe d'examen, à des dispositifs d'éducation à distance, parce qu'il ne fallait pas quand même laisser ces enfants jusqu'au moment de la réouverture des classes pour reprendre la pratique des leçons. Donc nous avions également un autre projet financé en fonds propres dans la région des Savanes qui était le projet Action commune eau, environnement, éducation pour demain, que nous appelons AC3ED. Et donc ce projet également a rapidement reconverti un certain nombre de ces ressources pour pouvoir accompagner cette dynamique au niveau national. Et sans compter maintenant tout ce que nous avons développé comme spot pour sensibiliser à la fois les élèves mais également les communautés sur la pandémie de la COVID-19. Tout à fait. On a été vraiment présents aux côtés de l'État à ce moment-là. Fidèles téléspectateurs, nous l'avons bien dit dès le début que cette émission est consacrée à mettre un point de visibilité des contributions que les PTF, les ONG actifs dans le domaine de l'éducation apportent pour accompagner l'État dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation, parce que bientôt encore il y aura une revue sectorielle, c'est une rencontre bilan pour voir qui fait quoi pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Donc, en dehors des partenaires que nous recevons sur ce plateau, on aura à recevoir également les ministres. Nous les avons sollicités. S'ils sont disponibles, ils viendront sur ce plateau pour aussi nous présenter le bilan des actions menées depuis la rentrée jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes avec Action Éducation sur ce plateau. Et nous savons que le Togo, non seulement a élaboré son plan sectoriel de l'éducation, mais a aligné le plan sectoriel de l'éducation sur les engagements internationaux, les 17 ODD. Mais l'ODD qui concerne beaucoup plus l'éducation, c'est l'ODD 4 avec 7 cibles. Voilà, quand nous disons cible, ça touche les enfants hors école, ça touche les universitaires, ça touche les enfants préscolaires, les déscolarisés, les non scolarisés, ceux qui ont besoin d'être alphabétisés et autres, le préscolaire. Voilà, c'est tout ce que nous appelons cible. Retenez ça simplement comme ça. Et donc, comme nous sommes avec Aide Action, nous voulons savoir, est-ce que vous alignez véritablement le programme sur seulement le PSE ou sur les 7 cibles de l'ODD 4? Sur cette question d'alignement par rapport aux EDD, et ce n'est pas une question d'aider Action Éducation au niveau du Togo, mais c'est une préoccupation qui a été prise en charge au niveau international. Internalisée par... Voilà, par les différents États dans lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, pour dire que Aider Action Éducation a toujours travaillé à partir des planifications stratégiques. Et la dernière planification a commencé effectivement en 2020. Donc, la phase de planification a précédé au cours de l'année 2018-2019. Et donc, pour cette phase de planification, nous avons dû faire une analyse de contexte général dans tous nos pays d'intervention en tenant compte de tout ce qui est d'orientation au niveau international. Donc, vous comprenez qu'on ne pouvait pas fermer l'œil sur les ODD, notamment l'ODD 4 dont vous parlez. Et nous avons également pris en compte les autres cadres programmatiques au niveau international, notamment tout ce qui concerne les objectifs de l'OUA et de la CEDEAO. Et nous avons également fait en sorte que les orientations de chaque État d'intervention soient également prises en compte. Donc, à l'analyse de tous ces cadres programmatiques, nous en sommes ressortis avec des axes d'intervention au niveau international. Donc, 3 axes prioritaires sur lesquels nous orientons nos interventions. C'est le développement intégré de la petite enfance comme premier axe d'intervention. Le deuxième axe, c'est l'appui à l'accès et à l'amélioration de la qualité de l'éducation de base fondamentale. Et quand nous parlons de l'éducation de base fondamentale, c'est tout le système qui va de la préscolarisation jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire.
les 10 ans de scolarisation obligatoire. Et donc, le troisième axe, c'est tout ce qui est de l'éducation tout au long de la vie, qui comprend l'éducation non formelle, mais également les dispositifs d'alphabétisation, mais aussi prenant en compte tout ce qui est de l'éducation à la nouvelle technologie de la communication et de l'information. Donc, vous voyez que ces trois domaines sont fondamentalement liés aux cibles de l'ODD 4. Voilà. Et donc, au-delà de ceci, nous avons des axes d'intervention transversaux qui sont d'abord l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Le deuxième axe d'intervention transversale, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et enfin, tout ce qui touche de l'autonomisation des filles et des femmes à travers des dispositifs d'éducation. Donc, voilà un peu comment Aider Action organise son intervention au niveau international. Et présentement, nous sommes en train de reprogrammer la deuxième phase de notre cycle de planification pour 2025-2029. L'analyse du contexte nous a permis de confirmer encore, même avec les acteurs du Togo, nous a permis de confirmer que c'est vraiment pertinent que nous soyons toujours dans les trois axes d'intervention, parce que c'est de ces trois axes que nous avons les grandes problématiques éducatives qui se présentent dans nos pays. Merci, voilà. Merci. Monsieur Paul, vous êtes chef projet Acte Afrique. Comme Barthélémy vient de le dire, les axes prioritaires de Action Éducation. Est-ce que Acte Afrique, le programme Acte Afrique s'est aligné là-dessus? Et si oui, quelles sont les actions que vous menez véritablement sur le terrain pour faire avancer ou pour mettre en œuvre tous ces axes prioritaires? Le projet Acte Afrique fait partie intégrante donc, des actions de Action Éducation au Togo. Donc, s'inscrit parfaitement dans l'ODD 4 au niveau surtout de l'accès et la qualité de l'éducation. En matière d'accès et de la qualité, au niveau donc, des enseignants, donc, nous avons pu, avec l'appui d'un expert, élaborer des documents, en l'occurrence un guide qu'on a dénommé Guide pour l'enseignement de l'éducation sociale au primaire, et un second document qui a été élaboré qui est le livret d'éducation sociale. Ce livret a été élaboré pour les niveaux cours élémentaires et cours moyens. Voilà, donc ces deux documents actuellement sont en expérimentation dans les 13 écoles. Éventuellement, que l'objectif est qu'à la seconde phase du projet, on puisse aller à l'échelle par rapport à l'expérience qu'on aura faite dans les 13 écoles. Entre-temps, vous ne nous avez pas dit, est-ce que vous exécutez ce programme Acte Afrique sur fonds propres de Action Éducation ou bien il y a l'appui aussi d'un partenaire? Le projet Acte Afrique est un projet cofinancé par l'Agence française de développement et Action Éducation. Okay. Aussi, dans le cadre donc, de l'accès et de l'amélioration de la qualité, nous avons cette année 2024 organisé des audiences foraines. Parce que nous tous, nous le savons qu'aujourd'hui, sans acte de naissance, il est difficile d'aller à l'école. Donc, les enfants, dans les écoles où nous intervenons, des enfants ont été identifiés. Et nous avons identifié 1254 enfants dans 13 écoles primaires publiques qui ne disposaient pas d'acte de naissance. Comment vous êtes, est-ce que vous avez cherché à comprendre les causes réelles de ce nombre important d'enfants n'ayant pas d'acte de naissance? Bien sûr. C'est la négligence des parents ou bien c'est l'inaccessibilité des centres d'état civil ou quel était le problème? La cause majeure, c'est la négligence des parents. Parce que le directeur pays l'a dit tout à l'heure, nous travaillons dans les écoles avec l'association des parents d'élèves. Donc, ce que nous avons pu relever donc, comme cause majeure, c'est que beaucoup de parents dans les deux communes où nous intervenons ne comprennent pas l'importance de faire établir des actes de naissance à leurs enfants. Si bien que, comme aujourd'hui, avec la gratuité de l'école,
ils poussent les enfants à l'école et quand ils arrivent à l'école, ils viennent sans acte de naissance. Donc, le nombre que je viens de donner même ne concerne que les enfants du CP1 au CM1. Donc, si on va même jusqu'au préscolaire, ça veut dire que le nombre devait être plus important. Beaucoup de parents avaient des difficultés à cause de la distance à parcourir à aller faire établir des actes de naissance aux enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi... L'État rapproché, on peut dire un peu... Voilà, il y a cette volonté, que l'État est en train de rapprocher. Et surtout que c'est gratuit même. C'est en conseil de ministre que la décision a été prise. Tout à fait, c'est gratuit. Mais les enfants en question ne peuvent plus bénéficier de la gratuité, puisque les 45 jours réglementaires, donc pour établir des actes de naissance gratuits aux enfants scolarisés, sont déjà hors délai. Donc pour ces enfants, il faut leur faire des jugements supplétifs et ensuite faire la transcription. Monsieur Barthélemy, un complément d'information au sujet des jugements supplétifs en question? Oui, effectivement. Je voudrais préciser que le projet Acte Afrique est né d'une ancienne expérience aide et action à travers un projet que nous avons appelé le projet Solide, qui se définit par solidarité locale et internationale pour le développement par l'éducation. Donc c'est un projet qui avait mis l'accent sur le développement de l'état civil, mais qui avait été expérimenté à très petite échelle. Et nous avons profité de cette occasion-là pour mener quelques études basiques. Et quand je dis études basiques, c'est que nous avons capacité des élèves, des enfants, à pouvoir diagnostiquer autour d'eux sur la question de l'état civil. Pourquoi les parents ne faisaient pas de déclaration, pourquoi les enfants eux-mêmes ne disposaient pas d'acte de naissance dans les écoles. Nous avons été surpris de constater que, effectivement, ce problème d'accès à l'état civil n'est pas un problème urbain, rural, comme on aurait pu penser, mais c'est lié vraiment à plusieurs facteurs qui touchent même les centres urbains. Donc, vous voyez le nombre qui a été évoqué par mon collègue dans les communes périphériques de Grand Lomé. Imaginez ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, cette étude nous avait amené à constater qu'il y a des facteurs liés à l'ignorance, comme le collègue l'a dit, mais également liés à certains facteurs comme des rendez-vous à plusieurs reprises pour les retraits d'actes de naissance. Et ça relève de tout ce qui est du dysfonctionnement des services d'état civil. C'est vrai qu'il y a un effort de l'État qui est fait pour rapprocher les services d'état civil des bénéficiaires à travers les centres de maternité, ainsi de suite. Mais lorsque ces centres retrouvent des dysfonctionnements, ça agit sur la possibilité d'un parent ou non de venir retirer l'acte de naissance ou pas. Il y a également un autre facteur sur l'information, sur les délais prescrits pour pouvoir bénéficier de la gratuité de l'acte de naissance, comme cela se dit. Maintenant, Et ce que je dis, cela a été confirmé par une étude sur cette même thématique que nous avons conduite en 2022 au Burkina Faso. Et on s'est retrouvé avec les mêmes situations. Je voulais savoir, est-ce que vous avez profité de cette rencontre de délivrance du jugement supplétif pour sensibiliser les parents qui étaient venus? À leur tour, qu'ils relèvent vraiment les informations à l'endroit d'autres parents? Bien sûr, nous avons une stratégie spéciale sur le projet qui consiste à animer des conférences thématiques par les jeunes. Donc, ce ne sont pas les agents d'aide et action ou action éducation qui animent des sensibilisations, mais ce sont les jeunes, les associations de jeunes qui sont des bénéficiaires et même d'autres organisations de la société civile locale avec lesquelles nous collaborons, qui organisent des conférences thématiques sur la délivrance des actes de naissance, la scolarisation de la jeune fille. Donc, des thèmes sont identifiés comme ça et animés. Et c'est dans ce cadre que les jeunes ont énormément animé des conférences sur cette thématique-là dans les deux communes. Ça a été suffisamment fait à travers les conférences thématiques. Je reste toujours avec toi. Tu as parlé en tout temps de l'organisation de la jeunesse au sein des deux communes. Quelle formation vous leur avez donnée
pour qu'ils puissent véritablement contribuer à leur propre épanouissement et acquérir des compétences dont ils ont besoin pour se faire une place dans la société et contribuer utilement à l'avancement de leur commune. Les associations de jeunes avec lesquelles nous travaillons sur les 2 communes sont au nombre de 25 qui ont été identifiées au niveau des 2 communes avec la participation active, le service de l'état civil de la préfecture même d'Agoignivé, les services techniques de l'action sociale. Donc, tous ces différents services techniques qui ont participé donc, à l'identification et à la sélection des associations de jeunes qui bénéficient aujourd'hui de ce projet. Donc, ces jeunes ont bénéficié des formations en matière de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable. Aujourd'hui, ils sont capables de faire quoi? Si on les avait sur ce plateau, qu'est-ce qu'ils nous diraient qu'ils sont capables de faire, qu'ils ne pouvaient pas faire avant les renforcements et les accompagnements que vous leur avez donnés? Ces renforcements ont été faits, comme je l'ai dit, sur la base du fait que les associations de jeunes ont fait eux-mêmes leur propre diagnostic. Ils ont appris à faire le diagnostic et à partir de ce diagnostic, ont élaboré une vision d'ici 2030 de leur commune. Ce qu'ils ne savaient pas faire avant. Ce qu'ils ne savaient pas faire. Et donc tout ceci se fait avec l'accompagnement des mairies, des communes dans lesquelles nous travaillons, pour que toutes ces actions puissent contribuer au développement de la commune. Donc aujourd'hui, concrètement, les jeunes, sur la base de leur plan d'action, ils élaborent des micro-projets qui sont sélectionnés. Ils proposent des micro-projets qui sont sélectionnés et financés par le projet. Donc, mais au-delà du projet, est-ce que vous leur avez montré les connaissances minimales de mobilisation des ressources, puisque vous ne serez pas tout le temps à leur côté? Justement, c'est ce qui a été fait. Et que ces jeunes ont été formés dans l'élaboration des micro-projets et qu'ils puissent être familiarisés donc, avec les principes de soumission, d'appel à proposition de micro-projets, de soumission et de sélection. Donc, leur micro-projet passe par ces différentes étapes pour qu'ils soient en mesure, en dehors de ce que le projet leur donne, de soumissionner à d'autres appels. Pour exemple, des associations de jeunes dans la commune d'Agoignivé 4 ont pu décrocher des micro-projets au niveau même de l'Agence française de développement. Eux-mêmes, ils ont élaboré des micro-projets soumis à l'Agence française de développement qui les a financés. En dehors de cela, il y a même le ministère du Développement à la base et de l'emploi des jeunes qui lance périodiquement des appels à proposition de micro-projets. Beaucoup d'associations de jeunes de nos communes ont pu donc bénéficier de ces micro-projets. Très important. OK. Maintenant, nous allons parler des gouvernements d'enfants aussi qui ont leur plan d'action et leurs micro-projets. Les gouvernements scolaires aussi ont suivi le même processus que les jeunes. Les enfants donc, de l'école primaire sont à mesure aujourd'hui d'identifier leurs besoins et de s'asseoir, de formuler une demande avec l'encadrement des enseignants pour apporter donc, des solutions à leurs problèmes. Donc aujourd'hui, les gouvernements d'enfants, en dehors du projet Acte Afrique, les gouvernements d'enfants ont organisé eux-mêmes des plaidoyers. Pour exemple, une école au niveau de Agoignivé 4, accompagnée de leurs enseignants, le gouvernement d'enfants a pris l'initiative et ils ont été accompagnés par leurs enseignants pour aller à la mairie, pour demander aux maires de leur donner des jeunes plans pour venir mettre en terre dans leur école parce que leur école n'a pas d'ombrage et que les enfants ont identifié qu'ils ont un problème d'ombrage quand ils sont en saison chaude. Ces communes ont prévu une ligne budgétaire pour continuer d'accompagner les plans d'action de ces gouvernements d'enfants. Oui, aujourd'hui, des efforts sont faits au niveau même de Agoignivé 6, des écoles qui n'étaient pas électrifiées. Et la mairie a pu connecter ces écoles à l'électricité. S'ils ont besoin, par exemple, des outils aratoires pour arranger leur environnement, le rendre propre, ils ont besoin de balais, de râteaux, etc. Est-ce que les communes sont prêtes aujourd'hui à prendre dans leur budget pour les accompagner? Et ça se fait. Il y a des écoles, comme je venais de le dire,
qui sont en train de bénéficier justement de l'accompagnement des communes. Donc, Monsieur Barthélémy, au vu de tout ce que votre collègue a développé tout à l'heure, qui me paraît très intéressant parce qu'il y a de l'impact sur le terrain, alors, quels sont les atouts véritablement qui vous permettent en tant qu'acteur éducation, quels sont les atouts qui vous permettent de réaliser et d'accompagner l'État à relever ces défis d'accès, ces défis de qualité, de gouvernance dans les écoles? Il faut dire que de façon générale, aider action éducation, c'est défini comme principe d'intervention le partenariat. Et c'est ce principe qui, pour nous, constitue l'un des atouts. Partenariat d'abord stratégique avec l'État? À tous les niveaux. À tous les niveaux, d'accord. Je vais revenir là-dessus. Et donc, c'est un principe pour nous en matière d'intervention dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets et programmes. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'avoir une proximité avec les structures de l'État, en commençant par le ministère de l'Éducation, mais également et surtout les services déconcentrés, parce que nous n'avons aucune intervention aujourd'hui qui mette à l'écart un service technique de l'État, quel que soit le niveau où il se trouve, ou quel que soit le projet. Je peux donner des exemples précis. Si vous prenez le projet PAREC, que ce soit la phase 1 à la réforme des collèges, que ce soit la phase 1 ou à la phase 2, ce projet est mené de bout en bout par nos collègues, mais en s'appuyant sur les structures de l'État que sont les inspections de l'enseignement secondaire général. Ouvre-nous rapidement une brèche pour nous dire, le projet PAREC fait quoi par rapport aux axes du plan sectoriel d'éducation? C'est un projet qui couvre tous les différents domaines du plan secteur de l'éducation. Et en termes d'accès, ça vous faites ça, vous construisez des bâtiments? C'est l'accès, au niveau de l'accès, c'est la construction des bâtiments scolaires et dans l'enseignement secondaire général. Ça. Et avec un volet important sur la question de la qualité, mais en revenant également sur les questions d'accès, nous travaillons sur tout ce qui constitue des freins à l'accès à l'éducation des enfants, surtout des filles. Donc, nous prenons en compte tout ce qui est des questions d'abandon, tout ce qui est des questions de grossesse en milieu scolaire. Nous avons des actions pour freiner ce phénomène. Mais nous avons également beaucoup d'actions en matière d'accompagnement au leadership des filles au niveau des écoles. Nous avons des clubs scolaires dans lesquels nous faisons en sorte que les filles et les garçons soient à parité ou à défaut avoir une majorité de filles. Parce qu'on a constaté qu'il y avait un grand phénomène d'abandon, surtout des filles à ce niveau de l'éducation. Donc ça, il faut préciser que c'est un projet de l'État togolais, mais par rapport à notre expertise en matière de mobilisation sociale, nous participons à la mise en œuvre. Sur les questions de la qualité, c'est vrai que tout ce qui concerne le volet renforcement des capacités des enseignants est tenu prioritairement par le ministère, mais nous contribuons également à travers le processus d'intégration de l'école au milieu, notamment sur les questions de projets d'école. Donc, nous avons accompagné tous les sites d'intervention à élaborer les projets d'établissement par le leadership des COGERES, des comités de gestion des ressources des établissements scolaires, qui définissent les axes prioritaires pour qu'une éducation de qualité soit assumée avec la participation des parents. Donc, il faut se dire que la qualité de l'éducation n'est pas seulement l'affaire de la formation des enseignants, mais c'est comment cette éducation offre des opportunités pour servir à la communauté. Et donc, sur les questions de gouvernance, je venais de le dire tantôt, c'est également tout le volet de renforcement des capacités des COGERES, mais aussi des associations de parents d'élèves pour vraiment mobiliser leur participation. Selon votre expérience, qu'est-ce qui manque au niveau des parents d'élèves pour qu'ils participent de façon active et que leur contribution vraiment puisse impacter le système éducatif et pouvoir contribuer à relever les défis qu'on attend d'eux? À première vue, le premier défi, c'est une question d'organisation des parents à la base. C'est pour ça qu'au niveau de Aider Action Éducation, nous prenons le temps de pouvoir organiser les associations de parents d'élèves, accompagner les COGERES qui sont des structures d'émanation étatique
pour que les parents puissent vraiment être organisés autour de toutes les problématiques éducatives au niveau local. Ça, c'est le premier défi. Maintenant, qu'on le dise ou non, même si nous parlons de la gratuité de l'éducation, cette gratuité ne s'étend pas à tous les cycles d'éducation. Il y a encore des frais à prendre en charge, même dans les milieux, dans le cycle où il y a la gratuité, il y a quand même d'autres frais qui sont toujours à la charge des parents. Et sur ces sujets, nous essayons de cibler les zones à fort impact de la pauvreté pour soutenir quand même un certain nombre d'activités génératrices de revenus pour que les parents puissent être à même de supporter les frais scolaires qui sont là. Donc, au niveau des parents, c'est ça. Maintenant, l'autre défi qui est un peu au-delà de la sphère communautaire, c'est comment les nouvelles communes essaient d'interagir avec chaque communauté pour pouvoir mobiliser leur participation au développement de l'éducation. C'est ça. Alors, M. Paul, la même question vous est adressée au vu de tout le travail que vous avez fait dans les communes à Goyuvé 4, à Goyuvé 6. Qu'est-ce qui, selon vous, manque au niveau des associations des parents d'élèves pour qu'ils soient plus actifs et plus participatifs? Le premier problème, c'est les ressources financières. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, les associations des parents d'élèves ont la bonne volonté de contribuer vraiment à l'amélioration de la qualité, à l'accès, mais ils se heurtent à ce problème de manque de ressources. Les parents, aussi individuellement pris, parfois n'arrivent pas vraiment à subvenir même aux besoins des enfants. C'est ça. Donc certains enfants viennent, ne sont pas maintenus parce que c'est difficile pour eux, même à midi, d'avoir le repas. Donc ça crée aussi... Ça veut dire qu'il n'y a pas encore la cantine scolaire dans toutes les écoles? Malheureusement, dans les 13 écoles où nous intervenons, il n'y a pas de cantine scolaire pour l'instant. Donc c'est peut-être aussi un plaidoyer qu'il faudra faire pour que vraiment ces cantines viennent renforcer ce qui est en train d'être fait. Le programme que vous exécutez, Act Afrique, concerne les écoles primaires et les enfants vont quitter le primaire pour aller au secondaire. Est-ce que vous envisagez plaider à ce que les appuis des partenaires qui vous accompagnent pour que vous puissiez suivre ces enfants-là pour aller au secondaire? Nous sommes à la fin de la première phase du projet Act Afrique et comme vous l'avez relevé, nous avons identifié avec le corps enseignant et les autres acteurs que le travail qui a été fait avec les gouvernements scolaires à l'école primaire s'arrête quand ces enfants-là accèdent au niveau premier cycle secondaire. Donc, pour la deuxième phase, nous prévoyons donc de faire l'expérience au niveau de certains collèges avec les enfants qui ont déjà participé activement au niveau des gouvernements scolaires. Quels sont les éléments de pérennisation que vous avez intégrés dans les différentes interventions, que ce soit au niveau de la qualité et de la gouvernance, pour que, sans vous, que ce soit les gouvernements scolaires ou bien les clubs de jeunes, puissent continuer la mise en œuvre de leur plan d'action. Puisqu'il y a certaines actions de plan d'action qui nécessitent des financements. La spécificité de ce projet, c'est que ce projet se met en œuvre avec, pour acteur principal, la commune. Donc, parce qu'aujourd'hui, avec la décentralisation, il y a une partie de l'éducation préscolaire et primaire, la gestion qui est confiée aux communes. Donc, c'est pourquoi tout le travail se fait, les communes qui ont leurs points focaux au sein même des comités de pilotage de ce projet. Donc, c'est aussi des éléments pour pérenniser parce que, on le sait, chaque projet naît, se développe et après meurt ou disparaît. Mais les communes, les mairies qui sont installées pourront donc continuer ce qui... Accompagner le plan d'action. Tout à fait. Parce que cette relation de travail, je venais de le dire tout à l'heure qu'un gouvernement scolaire a eu l'initiative d'aller vers la mairie pour faire un plaidoyer. C'est déjà des éléments de pérennisation que les gouvernements scolaires dans les écoles sauront que la mairie est un partenaire qui, même à l'absence d'action éducation, peut aider
à régler un certain nombre de problèmes. Monsieur Barthélémy, on est pratiquement vers la fin de l'émission. Est-ce que c'est seulement vers les communes que les jeunes, les gouvernements scolaires doivent aller pour mobiliser les ressources dont ils ont besoin pour continuer la mise en œuvre de leur plan d'action? Ou bien il y a d'autres possibilités, d'autres alternatives ou d'autres partenaires vers lesquels ils ont été conseillés pour aller vers? Oui, merci. Et au-delà du programme Act Afrique dont parlait mon collègue, nous avons depuis 2022 entamé une nouvelle stratégie d'intervention qui consiste à accompagner les communes vers un processus d'autonomisation, notamment sur la prise en charge des problématiques éducatives. Donc, l'approche de travail qui consiste à accompagner les associations au niveau local ne perd pas de vue leur contribution sur la prise en charge des problématiques éducatives. Et donc, si on revient sur le cas de Act Afrique, les 25 associations ont été formées sur comment on peut développer un projet dans l'espace communal, après avoir interpellé la conscience de tous les jeunes sur leur contribution, leur devoir de contribution au développement communal. Donc, au-delà de ce que nous avons fait dans le cadre du projet, l'orientation est donnée à chaque association de pouvoir identifier les problèmes de chaque école, les droits de l'éducation qui ne sont pas accomplis au niveau de chaque école et d'en faire des projets pour accompagner le développement de l'éducation. Donc, ce n'est pas seulement les mairies qui vont constituer les sources de financement, mais les associations, dans leur écosystème général, doivent pouvoir mobiliser d'autres ressources à l'endroit de d'autres partenaires pour pouvoir accompagner les mairies dans le développement. C'est pour ça que nous faisons en sorte que les mairies puissent prendre en compte les préoccupations de la jeunesse de façon générale, mais aussi de l'éducation dans leur plan de développement. Et quand on prend le projet Act Afrique et le programme, aujourd'hui, les jeunes qui sont accompagnés sont des parties prenantes dans l'élaboration des plans de développement dans les communes où c'est impulsé. Voilà. Et donc, il a donné aussi l'exemple de certains jeunes qui ont déjà commencé à expérimenter les appels de fonds, la soumission de projets à financement avec d'autres bailleurs. Donc, pour nous, notre passage dans une commune, à la fin, va constituer une masse critique d'associations de jeunes, un écosystème de jeunes, d'associations capables de mobiliser des ressources et accompagner les communes. C'est un peu la vision que nous avons dans ce que nous avons commencé par expérimenter, l'approche programme et qui est très similaire à ce qui est fait dans le cadre du programme. Vu que nous sommes à la fin de l'émission, votre dernier mot avant que je nous donne la parole à Paul. Oui. Nous sommes résolument engagés à continuer l'accompagnement de l'État sur la prise en charge des problématiques éducatives. Nous sommes en train de travailler sur le projet PAREC aux côtés de l'État. Nous sommes également en train de travailler sur un grand projet dans la région des Savanes sur les questions de la cohésion sociale dans cette région par rapport à la situation sécuritaire qui a amené à décréter l'état d'urgence dans cette région. Donc, c'est des actions qui sont très porteuses de résultats et sur lesquelles nous n'allons pas quand même baisser les bras pour accompagner les structures de l'État dans la prise en charge de ces problèmes-là. Okay. Et également, comme je l'ai dit, l'approche programme n'est qu'à ses débuts. Donc, nous capitalisons tout ce que nous avons comme énergie, comme expérience pour réinjecter dans ces projets, programmes et renforcer notre présence aux côtés de l'État. Merci. Monsieur Paul, votre dernier mot. C'est de dire avec force ce que croit et déclare Action Éducation, c'est que tout commence par l'éducation. Ça veut dire que nous allons tous nous engager et contribuer pour que nos enfants soient bien éduqués. Et c'est en le faisant que nous allons tous contribuer à avoir des citoyens responsables de demain.
et qui vont contribuer au développement de notre pays et de l'Afrique et du monde. Merci à M. Barthélémy, merci à Paul, merci vraiment d'avoir participé à cette émission. Vous nous avez évidemment informé sur vos contributions à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Comme je l'ai dit au début, eh bien, c'est une série d'émissions qui va se dérouler où nous allons recevoir les partenaires, même étatiques, les ministères, pour que chacun vienne nous dire où est-ce que chaque acteur ou partenaire en est dans sa contribution à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Puisque aujourd'hui, rien ne peut se faire sans tenir compte des axes du plan sectoriel de l'éducation. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est Action Éducation qui était sur ce plateau. Et nous espérons que d'autres viendront pour nous dire ce qui est en train de se faire à leur niveau pour contribuer à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. C'est sur ces mots que nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.